Je suis un père à qui il est arrivé des choses, un père qui a beaucoup de torts certainement, mais je ne pouvais pas être partout à la fois. Ou alors il aurait fallu que je joue le rôle du père. Alors Georges Decaune, vous avez, vous, 50 ans de journalisme de télévision, de radio. Vous avez été le premier présentateur donc, du journal télévisé à l'image. Et vous avez été connu, et vous êtes connu donc, pour votre indépendance et aussi votre originalité. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à l'âge de 40 ans, hein, c'est ça, vous aviez 40 ans, à tout quitter et aller sur une île déserte? Ce qui m'a poussé, c'est ma vocation de journaliste et la définition que j'ai de ce métier. C'est un métier d'aventure, de rencontre, de découverte. Et ce qui m'intéresse le plus, je n'ai pas la prétention de découvrir des continents, mais j'ai le souci de découvrir des hommes. Ou dans une situation un peu paradoxale comme celle du solitaire, de découvrir les ressources d'un homme dans une situation donnée. Alors l'histoire de la solitude est basée sur une réflexion journalistique. Comme j'étais toujours en difficulté avec la direction de la télévision, je faisais beaucoup de radio. Et je m'interrogeais toujours, quel est le personnage mystérieux qui est de l'autre côté? D'abord, il faut être optimiste, il faut penser qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui écoute ou qui regarde. Qui m'écoute à la radio, mon analyse veut que l'auditeur soit une auditrice, c'est une femme. Et les questions que je me pose, pourquoi écoute-t-elle la radio? Ma réponse, c'est parce qu'elle est toute seule, chez elle. Elle n'a pas de famille, pas d'amis, personne à qui parler, personne à écouter. Donc elle ouvre son poste de radio et des voix viennent lui tenir compagnie. Alors les voix en général parlent de choses tout à fait anecdotiques et indifférentes, du show business, de ce qu'on appelle la vie parisienne, qui est tout à fait l'écume de la vie. Et j'ai pensé que pour satisfaire le besoin d'information qu'elle a, cette dame solitaire, il fallait que je traite son sujet essentiel, le seul sujet grave de la vie finalement, qui est la solitude. Alors je me suis transformé en solitaire. Une solitude journalistique, ça veut dire que l'on part le plus loin possible, dans une île qui évoque bien entendu Robinson Crusoe. Alors j'ai hérité d'une île la plus au nord des Marquises qui s'appelle Eyao. Mais vous aviez choisi volontairement. Non, j'ai choisi. Hérité, pourquoi, oui. Je voulais choisir. Mais de mon temps, l'administration de la radio était très économe de ses deniers et on m'avait refusé un voyage préliminaire pour aller choisir une île. On m'a dit, vous partirez, on vous fait une heure de mission, vous irez là-bas et 15 jours après, vous devez vous installer dans une île déserte. Il m'était impossible de trouver une île déserte en 15 jours parce qu'il faut passer par l'administration, il faut demander des autorisations. Et aux Marquises, personne ne revendiquant ces îles, elles n'appartenaient à personne. Le gouvernement de la Polynésie les louait à la radio de l'époque pour un franc symbolique. À l'époque, c'était le genre de dépenses que mon administration acceptait de faire. Après avoir réfléchi, parce qu'elle craignait toujours qu'il y ait un piège là-dessous. Donc j'ai hérité d'une île difficile à vivre, disons, avec du rocher. Les images trichent avec la réalité, parce que la pellicule était en couleur. Et dans mon souvenir, tout ça est en noir et blanc. Et tout ça est infesté de fauves. Malheureusement, les fauves, dans l'aventure journalistique, ne sont pas des lions, des tigres, des éléphants ou des serpents géants. Ce sont des minuscules. Le fauve, c'est la mouche, le moustique. Et moi, c'était le nono. Vous dites dans le document, oui. Je sais que mon moral peut tenir un an. Hein, oui. On vous sent victorieux. Et à un moment donné, donc, ça s'arrête. Je ne veux pas faire de grandiloquence, mais enfin, j'avais perdu 20 kilos, j'étais décalcifié, et je sentais que j'allais doucement vers une fin paisible. Parce que mourir dans cette île, dont vous l'avez dit, j'avais 40 ans, je revendiquais la portion de vie que j'avais vécue intéressante, et je me disais finalement, c'est aussi bien de terminer ma carrière humaine là, c'est pas bête comme fin pour un journaliste, je me disais, et j'évitais toutes les pompes funèbres, tout le côté congratulation de la mort en société, toutes les pompes, tous les requiem, tout. Mais ce qui veut dire que vous seriez resté si on était venu vous chercher? J'aurais préféré qu'on vienne me chercher, mais j'étais prêt à rester. Donc je n'ai pas sollicité qu'on vienne me reprendre, j'ai continué en disant chaque jour comment j'évoluais, quelle était ma situation, sans tricher, c'est-à-dire pourquoi romancer. J'étais comme ça, oui, j'étais au bout de mon rouleau. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose, vous, dans votre vie, pour avoir envie de vivre cette expérience? Parce que vous parlez d'une expérience journalistique, puisque vous en rendez compte, mais est-ce que vous, il y avait quelque chose dans votre vie qui vous avait donné envie de partir? Depuis l'enfance, j'ai toujours eu envie de partir dans une île déserte. C'est pas la vie. C'est mon enfance chez les jésuites où la discipline était sévère. Il y avait des cris devant les barreaux des fenêtres. On était prisonniers. On ne plaisantait avec rien. Je lisais Robinson Crusoe. Puis après, il y a eu la guerre. La guerre, je rêvais d'évasion. Je rêvais d'aller à Londres pendant la guerre. C'était à 2 pas.
Et je n'ai pas pu y arriver. Donc j'ai voulu faire un métier de libération et j'ai voulu que mon métier de journaliste, qui m'a conduit d'abord au Groenland pendant 3 ans avec Paul-Émile Victor, soit un métier qui me permette de sortir et de mon pays et de moi-même, de connaître des situations différentes, oui. Alors, 25 ans après, environ, oui, donc, à peu près, on vous voit toujours dans ce document, vous vous faites enfermer dans un zoo à Royan. Oui, ça c'est toujours aussi ma démarche de journaliste, parce que dans le zoo de la Palmyre, qui est à côté de Royan, un jour j'ai été invité à visiter le zoo dans un cortège officiel. En tête du cortège, il y avait les hommes politiques, le président du conseil général, le député, l'ancien ministre, qui faisaient des grands gestes. Ils passaient entre 2 rangées de cages d'animaux, avec fixé sur eux, de part et d'autre, le regard des animaux. Ils ne faisaient pas attention du tout aux animaux. Les animaux étant pas électeurs, ils n'avaient pas à les serrer des mains. Donc ils passaient en refaisant le monde. Et moi, journaliste, dans ce cortège officiel, je me sentais complètement déplacé. Je me disais, Georges, c'est pas ta place, tu es journaliste, tu n'as pas à être là. Et ta place, c'est dans la cage des animaux, pouvoir passer le cortège officiel. Et je me suis dit que c'était intéressant, journalistiquement parlant, dans cette situation, c'était animal que je suis, car je revendique que je suis un animal comme nous sommes tous des animaux, les humains. Nous appartenons à la catégorie des singes, il y a 120 catégories, et nous faisons partie d'une de ces catégories. Je me suis dit que ma place était dans la cage. Alors le seul ennui de ma situation, c'est que, à cause de la télévision, ou grâce à la télévision comme vous voudrez, j'étais un peu connu. Et les gens s'arrêtaient en disant, tiens, ce singe, on l'a déjà vu, il cherchait les références dans quel zoo, c'était la télé. Alors il venait me parler très gentiment, me plaisanter, en me disant, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'on tutoie tout de suite dans ces cas-là. Est-ce que tu veux des cacahuètes? Et non, je suis dans la situation d'un animal, on ne dit pas vous à un singe. Et non. Tu veux des cacahuètes, enfin des choses comme ça. Et c'était pas drôle parce que j'étais obligé par politesse, j'aurais dû faire ça au Japon, dans un endroit où personne ne me connaissait et où j'aurais été un animal tranquille, voilà. De votre cage de zoo, est-ce que les hommes vous semblaient vaniteux et le monde vain? Non, ils semblaient pittoresques et aimables. Je n'ai pas du tout un œil péjoratif sur les gens. Au contraire, je les regarde avec beaucoup de tendresse. Mais de temps en temps, je voyais défiler des Hollandaises. Il n'y a pas de Hollandais dans le studio. Des Hollandaises débordant de leurs shorts. Vous savez, ça se voit beaucoup pendant les vacances, débordant de partout. Et je me pourléchais les babines moralement, enfin en les voyant. Donc j'avais des réactions d'animal. Oui. Est-ce qu'il y a chez vous quand même un goût de la provocation? C'est beaucoup dire parce que le mot provocation peut être pris dans différents sens et un goût d'étonner sûrement, un goût d'étonner. Mais la vie est étonnante, je suis un étonné perpétuel et un naïf perpétuel, tout m'étonne dans la vie. Donc je suis un naïf heureux, mais je ne suis pas provocateur, je crois que les journalistes sont tous des provocateurs. Albert Londres était un redresseur de tort. Je crois que je suis là pour ouvrir des portes pour le téléspectateur ou pour l'auditeur et lui raconter des histoires, mais des histoires vécues, dans lesquelles je m'engage, pas des histoires gratuites. Je trouve que la réalité est intéressante, qu'elle est sinistre en général, mais que le rôle d'un journaliste est de trouver les rapports avec la réalité qui soient plus aimables, plus souriants, plus drôlatiques. De prendre des risques dans ce que vous dites. Ben oui. Qu'est-ce que font les gens qui prennent des risques? Les gens qui sont dans l'Atlantique, là, par des mers épouvantables, ils ne prennent pas des risques. Et est-ce que c'est pas pour qu'on s'intéresse à leurs risques et pour qu'on participe? Est-ce que les gens qui font des acrobaties dans le ciel, est-ce que les gens qui font... il y a 1000 activités dangereuses, ces gens-là le font parce qu'ils ont le goût, et aussi parce qu'il y a une nécessité d'intéresser les autres à ce genre de vie. De se sentir vivre aussi, parce que c'est dans le danger qu'on se sent réellement vivre, c'est le goût de la vie, je crois. J'ai entendu Christophe parler tout à l'heure, je suis d'une grande humilité comme lui, parce que la vie m'a appris à rencontrer des gens simples, pas des héros, des gens simples, qui mènent des vies simples, mais qui ont une façon héroïque d'aborder des tas de problèmes que je serais incapable de faire si je n'étais pas journaliste. Je vais modestement sur leurs traces, mais je ne serai jamais le premier de cordée. Comment l'entourage professionnel a réagi? Est-ce que vous étiez le farfelu, puisque c'est un mot que vous avez employé? Comment vous êtes apparu à ce moment-là? Oui, ça paraissait assez farfelu, parce qu'après la guerre, la radio a refaire, la télévision a inventé. J'étais bien placé, là, j'aurais pu, si j'avais été sérieux, comme ma mère disait, ou comme l'on disait autour de moi, je serais resté dans le cadre tranquille, et j'aurais fait ma petite vie tranquille. J'ai jamais voulu être... rond de cuir, décoré, un personnage en vue. J'ai voulu suivre mes instincts, ma nature et ma réflexion, parce que ce n'était pas du tout farfelu.
et faire un métier de journaliste. J'aurais pu peut-être finir sous-chef de la rédaction ou quelque chose d'important, mais non, j'ai voulu être un indépendant et je veux toujours être un indépendant. Alors bien sûr, toutes ces expériences, il y a toujours, vous n'êtes pas seul quand même à les vivre. Hein, on n'en a pas parlé tout à l'heure avec Christophe, mais il y a quand même une famille. Oui. Toujours autour, il y a une femme, des enfants qui participent d'une certaine manière aussi à l'expérience. Oui. Comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous? Eh bien, quand je fais des grands voyages, je pars entre deux mariages. Oui, il y a un temps de disponibilité entre des mariages, donc je suis disponible. C'est vrai que vous avez été marié 3 fois. Voilà, donc j'ai pu faire 2 ou 3 grands voyages. Alors, votre seconde femme était Jacqueline Joubert, pour tous les téléspectateurs s'en souviennent, et c'est la mère d'Antoine. Oui. Il y a une grande différence entre nous. Nous sommes du même sang, c'est mon fils. Il y a une différence, c'est que ma jeunesse a été complètement différente de la sienne. C'est une affaire de génération, ça. Ma génération, c'était l'avant-guerre, ça a été la guerre. Et j'ai été marqué irrémédiablement par cette époque-là. Et ce qu'Antoine a vécu paisiblement, avec les problèmes de la jeunesse actuelle, qui sont des problèmes importants, mais qui ne sont pas des problèmes dramatiques. Alors il y a 2 différences, et une grosse différence entre nous deux, c'est que lui vit dans son milieu sans avoir besoin de s'en sortir, et moi, mon milieu est une prison. Donc tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a beaucoup appris sur le plan du calme, de la tolérance, et le personnage presque parfait que je suis devenu à cet âge avancé, canonique, comme dit mon fils, profite de toutes ces expériences. En même temps, lui aussi, d'une certaine manière, il est dans une petite prison sympathique. On a l'impression qu'en même temps, il essaie d'échapper à son père. Oui. Je parle symboliquement. Hein. Oui, et en même temps, de vous ressembler. Enfin, c'est... Oui, mais je lui donne des conseils de temps en temps qu'il n'écoute pas, ce qui est normal. Les enfants ne sont pas là pour écouter les conseils de leur père. Mais je suis toujours parti dans ce métier, et je suis toujours parti vite. D'ailleurs, je ne restais pas trop longtemps. Quand je faisais le journal télévisé, pendant 2 ans, ça me semblait le bout du monde. Ça devenait l'usine, et j'étais plus bon. Je sentais que je me répétais, donc je partais. Et je ne revenais pas toujours parce que la direction n'était pas du tout d'accord avec mes départs. Est-ce que vous pensiez à ce moment-là à votre famille, en particulier Antoine? Parce que quand on l'entend, apparemment, vous lui avez manqué. Est-ce que c'est une chose ça que vous pouvez entendre ou vous dites, moi j'ai mené ma vie et après tout il fait avec la sienne? Mais je lui ai manqué physiquement, peut-être pas affectueusement. Un père n'est pas une bonne d'enfant, une mère aujourd'hui n'est pas accrochée aux langes de ses enfants. On vit dans un monde différent. Moi, ma mère ne nous aurait jamais laissé partir. Quand on était enfant, elle était la mère poule qui veillait sur les poussins. Aujourd'hui, il n'y a plus de poussins. On est majeur à 6 ans ou 7 ans. Je ne sais plus l'âge légal, mais enfin, on est majeur très jeune. Et on a des journaux pour soi, on a des télévisions pour soi. Cela dit, vous êtes devenu un père presque mythique en même temps. Hein, il faut qu'un père est un personnage un peu mythique. C'est un personnage banal. C'est pas drôle, un père banal, un père à qui il n'arrive rien. Je suis un père à qui il est arrivé des choses, un père qui a beaucoup de torts, certainement, mais je ne pouvais pas être partout à la fois. Ou alors, il aurait fallu que je joue le rôle du père. Et ça aurait été quoi, le rôle du père? Ça aurait duré 20 ans. C'est un peu long. Il y a une question qu'il pose, ce sera ma dernière question. Ouais. D'ailleurs, vous courez après quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas si je cours après quelque chose. Je sais que la vie est un appât formidable pour moi, que la vie est digne d'intérêt, que la vie de toutes les espèces humaines ou animales, tout ce qui bouge, tout ce qui vit, tout ce qui pousse, est une aventure passionnante. Et je fais en sorte, je cours pas, je cours après les gens, si vous voulez, je cours après vous, je cours après tout ce qui vit, et je continuerai à courir jusqu'à la dernière seconde. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.